Allez hop, vous m'avez demandé de raccourcir mes intros, alors avec la nouvelle année qui arrive, j'essaie d'appliquer ces résolutions. Donc fini le 3-2-1 habituel et l'intro à Brooklyn qui sont dépassés, maintenant on passe à autre chose, on est dans une nouvelle ère. Bien sûr, je prends quand même quelques secondes pour remercier les tipeurs, sans qui, croyez-le ou non, la chaîne fonctionnerait vachement moins bien. Gros big up à vous, vous êtes indispensables. Yeah, baby. Mais aujourd'hui c'est un projet qui me plaît beaucoup parce qu'il vous implique que je vous propose, en mode coast to coast. Sur les réseaux là, Instagram, Twitter, Facebook, je récolte toutes vos questions à propos de vos équipes préférées. Là, l'idée coule de source juste avant le début de la saison, on va essayer de faire un truc à partir de ça en mode preview. Du coup, je vais rien faire de sorcier, mais je vais faire quelque chose d'efficace. À chaque équipe, je sélectionne une question qui me paraît intéressante et je tente d'y répondre en un temps limité. Ah mais oui, tu l'as déjà fait l'année dernière, tu fais ça en 24 secondes, c'est ça? Non, le chrono disparaît aussi quand je vous dis que la chaîne évolue. Ouais, c'est trop frustrant cette montre, même si c'est un chouette exercice. C'est vraiment trop limitant, notamment pour certaines questions pour lesquelles il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vais quand même rester dans la même ligne de conduite, essayer de rester concis, mais au moins je ne me ferai pas couper par un buzzer. Puis je dois le dire, ça devenait ridicule de tenter de parler le plus vite possible pour essayer de placer toutes les infos que je voulais en 24 secondes. Pas grand chose à expliquer de plus du coup, à part peut-être que dans cette première partie, il faut que vous reteniez que je ne vais parler que de la Eastern Conference. Là je vais juste prendre les équipes dans l'ordre inverse de leur classement de l'année dernière, Watch Time tu connais, puis me laisser bercer. Ah oui, et j'ai failli oublier, pour chacune de ces 15 équipes, je donnerai une note sur 5 à la fin. Bien sûr, vous avez l'habitude, comme d'hab, ce sera sous forme d'étoiles, et mon barème, grosso modo, le voici. Ce nombre d'étoiles ne correspond pas directement à la valeur d'une équipe, ou à son plafond, mais plutôt aux attentes qui sont placées en elle, même si tout ça est lié, c'est important de comprendre la nuance. Plus ces attentes seront importantes, et plus le nombre d'étoiles explosera. Faut retenir en gros que c'est plus une évaluation globale des objectifs qu'une évaluation du niveau réel de la team. Mais bon, je suis en train de perdre du temps là, et je crois que ma résolution va passer à la trappe, donc c'est parti pour répondre à 15 questions sur toutes les équipes de la conférence Est pour la saison 2020-2021. D'abord Cleveland, pour qui j'ai sélectionné une question de Cavs FRA sur Twitter. Quel joueur du Young Core te semble le plus à même de devenir une star? On y va. Déjà, je ne vais pas parler d'Isaac Okoro car je ne veux pas le juger avant de l'avoir vu jouer en NBA. Je dois aussi dire que je crois peu en Darius Garland et en Colin Sexton pour vraiment exploser. Ils sont de bons arrières, c'est sûr, avec de vraies qualités, notamment offensives, mais pour moi, il leur manque de la discipline, mais aussi une meilleure régularité pour obtenir un potentiel futur statut de star. Maintenant, si je devais forcément choisir entre un des deux, je prendrais Garland, qui, selon moi, a quand même une grosse marge de progression encore. Mais bref, n'insistons pas parce que c'est ni l'un ni l'autre que je vais sélectionner. Moi, je veux plutôt parler de Kevin Porter Jr. Lui, pour l'instant, a été non seulement blessé, mais aussi moins responsabilisé que les autres. Seulement 23 matchs et 3 titularisations pour sa saison rookie, c'est faible. Pourtant, il a montré de belles choses, notamment offensivement. J'aime son profil long et sa capacité à jouer en 1 contre 1. Il a un vrai sens du jeu en ISO qui, à terme, pourrait, je pense, devenir létal. Pour moi, sur le terrain, il a déjà beaucoup de choses, donc j'ai vraiment envie d'en faire mon favori. Mais si je précise sur le terrain, ce n'est pas par hasard. Depuis le début de l'off-season, KPJ a un peu enchaîné les faits divers très inquiétants. Accident, détention d'armes, possession de weed, agression sur une femme, message dépressif, ça fait beaucoup. Mentalement, Kevin Porter Jr. n'a vraiment pas l'air au mieux actuellement. Espérons pour lui qu'il se reprenne vite, car pour moi, sa principale limite pour devenir une star se situe dans la tête et non pas sur le terrain. Mais je trouve finalement que ce Kevin Porter Jr. est un peu à l'image de ces Cavs à qui je donne 2 étoiles. Sur le papier, il y a de beaux noms, aussi bien chez les jeunes que chez les vétérans. Mais je trouve qu'il possède un équilibre assez instable, alors lutter pour le play-in serait déjà une belle réussite. Arrivent désormais les Hawks avec une question de Nathan sur Insta. Avec Young, Collins et Capella, cette équipe peut-elle viser les playoffs ou au moins le tournoi play-in à l'Est? Il le faut Nathan, surtout que le trio que tu cites a été savamment entouré. Rondo, Bogdanovic, Gallinari, il n'y a plus d'excuses pour ne pas réussir à Atlanta. Désormais on a des cadres, des vétérans, mais aussi un bon vivier de jeunes à développer avec Reddish, Hunter, Werther ou Okongwu. L'équipe à première vue est dangereuse et elle présente un vrai potentiel. Honnêtement je trouve que c'est construit intelligemment et pour le moment c'est dur de leur fixer une limite, ça peut aller haut. Oui je l'affirme, j'aime vraiment les noms que je vois dans leur roster. Des gars comme Chris Dunn, Clint Capella et Rajon Rondo auront pour but de compenser au maximum les failles défensives de Trey, au périmètre ou dans la peinture. Sans avancer non plus qu'ils sont des défenseurs d'élite, ils sont très bons et la mission paraît à leur portée. Sachant que Cam Reddish et DeAndre Hunter sont vraiment attendus pour step up aussi dans ce domaine, en défense il y a vraiment de quoi faire à Atlanta. Honnêtement je trouve ça réellement prometteur, du coup je leur mets 2 étoiles et demie. S'il n'y a pas au moins le play-in, c'est-à-dire une 10e place à l'Est, cette campagne sera forcément un échec je pense. Ils ont clairement les moyens d'y arriver et c'est bien là qu'on les attend. Et si tout le monde est en bonne santé et que les Hawks ne finissent pas dans le top 10 cette saison, à mon avis, il y aura de vraies questions qui mériteront d'être posées à Atlanta.
Voilà l'heure d'évoquer les Pistons avec Maxime qui m'écrit depuis Facebook. Quelle place aura Killian Hayes dans la rotation des Pistons? Je dois dire que je suis hypé concernant Killian Hayes. Visiblement, il a complètement bluffé Dwayne Casey aux premiers entraînements. Puis de toute façon, qu'il le bluffe ou pas, je ne vois pas vraiment qui mettre comme meneur titulaire à la place du français. Killian semble avoir les qualités des deux côtés du terrain, mais surtout une expérience du haut niveau, beaucoup de rookies n'ont pas. Je pense que Hayes a toutes les cartes en main pour faire une bonne saison. S'il taffe et s'affiche en leader, je pense vraiment que Casey tentera de le responsabiliser au maximum. Derrick Rose, lui, devrait continuer à sortir du banc et à jouer le tuteur expérimenté à ses côtés. Franchement, comme mentor, c'est parfait. Maintenant, si Blake Griffin revient vraiment d'aplomb, ce sera probablement lui, le créateur principal, bien aidé par D-Rose également. Hayes sera titulaire, j'en suis à peu près sûr, mais il n'y aura peut-être pas besoin de lui donner toutes les responsabilités à la création directement. Par contre, je ne m'en fais pas du tout pour ses minutes, il en aura. Non, moi je m'inquiète davantage pour le temps de jeu de Sekou, qui désormais a beaucoup de concurrence à son poste. On va pouvoir voir à Détroit deux Frenchies, qui chacun à sa façon devra faire ses preuves. Et pour ce qui est des attentes, je mets un tout petit peu plus d'une étoile. Si tout clique et que Blake Griffin revient bien, je dois le dire, il y aura peut-être une toute petite lueur d'espoir à Détroit. Coucou les New-Yorkais, c'est à vous avec une question de Yann sur Instagram. RJ Barrett est-il le joueur clé de cette équipe? Honnêtement, qui d'autre? Réellement, c'est ce que je pense de RJ actuellement, et pourtant il en a des choses à bosser. C'est plutôt rare que j'encourage le tanking quelque part, mais pour moi, chez Knicks, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça pourrait donner à Barrett la possibilité de se développer, et il en a besoin sans trop de pression. Après, je le sais, Tom Thibodeau ne veut pas perdre volontairement, et je le comprends, surtout que les fans du Madison Square Garden n'apprécieront pas. Puis il n'a pas tort non plus quand il dit qu'il n'y a qu'en engrangeant des wins que les Knicks deviendront attractifs pour des free agents. Mais gagner ou non, pour moi, RJ Barrett est le joueur qui a le plus le potentiel pour devenir une star dans cette équipe. Julius Randle est peut-être meilleur à l'heure actuelle, mais il est un poison pour le collectif. L'avenir des Knicks ne passera pas par lui, je pense. L'idéal selon moi est de placer RJ Barrett dans un climat ultra serein, si c'est possible à New York, pour lui donner un maximum de chances d'éclore. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment devenir une star? Je ne sais pas. Mais autant lui donner l'opportunité de répondre à ces questions de lui-même. Si je devais me mouiller, je pense qu'il pourrait devenir un vrai franchise player dans une équipe de milieu ou de fin de tableau. Ceci dit, si l'objectif est de gagner des titres, je pense qu'un rôle de deuxième ou de troisième option lui conviendrait mieux. Ce qui est cool et qui finalement tombe plutôt bien pour RJ, c'est que je ne pense pas que c'est Knicks ait pour objectif de remporter un titre dès 2021. Je ne mets donc qu'une seule étoile pour les attentes. Si la saison des New-Yorkais se déroule dans un climat de sérénité et une optique de développement, un grand pas vers l'avant sera déjà fait. Sweet Home, Chicago avec une question de Mano Nakamura. Est-ce que les Bulls doivent tanker? Alors ça, je ne suis pas du tout d'accord. Zach LaVine n'est absolument pas là pour ça. Le mec n'a jamais fait les playoffs en 6 ans de NBA et il en souffre, alors il bosse, il a de l'ambition et est prêt à faire des sacrifices. Tu ne vas pas dire à un joueur qui s'investit de la sorte qu'il est là pour tanker, ou alors tu le trades au plus vite. Avec l'arrivée de Billy Donovan, qui dans sa vie n'a connu que des saisons à minimum 57% de wins, ça donne pas mal d'espoir en plus pour Chicago. Après, si au bout d'une trentaine de matchs, rien ne fonctionne et c'est la catastrophe, je ne dis pas, on pourra peut-être y réfléchir ensuite. À ce moment-là, on pourrait peut-être tenter d'envoyer LaVine ailleurs, pour en échange obtenir un max d'assets, mais nous n'en sommes clairement pas là encore. Puis je trouve vraiment qu'il y a des choses prometteuses dans la team de l'Illinois. En plus de la draft de Patrick Williams, on aura un Lauri Markkanen qui aura à cœur de se rattraper après sa saison décevante. Le plan de jeu de Billy Donovan basé sur l'esprit collectif pourrait bien lui convenir en plus. Puis c'est pareil du côté de Kobe White. Quand je vois ce que le tacticien a fait des arrières d'OKC l'an dernier, je me dis que le changement de coach pourrait réellement être bénéfique pour le sophomore. Cette équipe a du potentiel, elle en est pleine, ce qu'il manque ce sont les certitudes. Je mets 2 étoiles parce qu'à mon sens, il y a vraiment de quoi espérer un play-in. Alors avant de tanker, je préfère que d'abord, du côté de Chicago, on essaye de poursuivre cet objectif à fond. Toujours en remontant, le classement arrive désormais les Hornets. La question est de Jabba the Butt, joli pseudo. LaMelo Ball peut-il devenir Rookie of the Year? Eh bien pourquoi pas. Le trophée de Rookie de l'année semble être l'un des seuls pour lequel le bilan collectif n'entre que très peu en compte. Donc en fait, pour en arriver là, tout va dépendre de son rôle à LaMelo, et c'est de ça qu'on va parler. J'ai eu beaucoup de questions à propos de la hiérarchie qu'il y aurait entre les 3 arrières, que sont Ball, Rozier et Graham, et c'est vrai que ça interroge. Ceci dit, je ne vois pas comment Ball pourrait passer derrière les 2 autres. Il n'a pas été choisi avec le 3e pick pour couper les oranges, croyez-moi. Puis Rozier et Graham, si individuellement ils ont fait des choses, ils n'ont rien prouvé collectivement à Charlotte encore. Donc ouais, je pense que dans une équipe qui n'aura pas grand chose à perdre, Ball sera responsabilisé. Puis pour aller jusqu'au bout de ma pensée, je pense que c'est Devonte Graham qui sortira du banc. Si Rozier a signé à Charlotte il y a un peu plus d'1 an, c'était pour avoir un shot en tant que titulaire. En vrai, ça m'étonnerait que dès sa 2e saison dans la team, Borrego le remette sur le banc. Mais pour revenir à la question sur LaMelo, je pense qu'il bénéficie d'un bon cocktail pour briller individuellement. Puis je vais parler de certains de ses concurrents rookies aussi. Par exemple, Anthony Edwards et James Wiseman, qui ont été choisis avant lui, seront dans des équipes qui devront avant tout penser à la victoire. Ça pourrait donc prendre du temps pour que ces deux-là obtiennent un réel rôle s'il faut vraiment gagner et qu'ils mettent du temps à éclore. Et cette problématique, LaMelo Ball ne la connaîtra pas du tout à Charlotte. En Caroline du Nord, beaucoup de choses semblent faites pour que Ball puisse s'exprimer comme il en a besoin s'il veut se développer, et pourquoi pas briller par ses stats. Il fait donc partie des candidats très sérieux au Rookie of the Year selon moi. Après, vous avez compris, collectivement, je n'ai que très peu d'attentes pour cette équipe. Voilà pourquoi je ne lui mets qu'une seule étoile.
Autour des Wizards maintenant avec une question de Théo. Le duo Bill Westbrook est-il assez fort pour emmener Washington en playoff? En termes de spacing pur et dur, je dois avouer que ça me questionne un peu cette association. Les deux gars peuvent shooter à 3 points, notamment Bradley Beal, mais ils sont selon moi bien meilleurs près du cercle en pénétration. Je pense que malgré des qualités certaines, aucun n'est un tireur d'élite et tous les deux ont besoin d'espace. Du coup, la pièce indispensable pour moi chez ces Wizards, ce sera Davis Bertans. Son rôle dans le starting five pourrait être essentiel. C'est à lui qu'incombera la tâche principale d'écarter les défenses pour permettre au duo de stars d'être dans les meilleures conditions possibles. J'aime bien aussi la présence de Deni Avdija en mode couteau suisse qui pourra faciliter le jeu et la circulation de balles dans cette équipe. Par contre derrière, je vais être sévère parce que c'est pas tout à fait ça, mais je trouve que c'est un peu le néant. Bien sûr, des gars comme Rui Hachimura, Troy Brown Jr. ou encore Thomas Bryant ont des qualités, mais c'est encore un peu raw. Trop pour moi en tout cas pour espérer faire un long parcours en playoff. Par contre, je leur mets quand même 3 étoiles. Car oui, accéder au premier tour me semble tout à fait dans les cordes de ces Wizards, notamment grâce au duo de stars dont cette équipe dispose. Allez, on va chez Mickey à Orlando pour parler du Magic. Là, j'ai pris une question de Simon sur Twitter. Est-ce que le Magic arrivera en playoff quand on voit comment l'Est s'est renforcé? Je me dois d'être franc, j'ai un peu de mal à comprendre la structure de cette équipe du Magic. Je trouve qu'elle a un peu le cul entre deux chaises. D'un côté, on a Evan Fournier, Niko Vucevic, Aaron Gordon et Terence Ross qui sont des joueurs expérimentés, qui veulent la win. C'est pas mal, franchement. Mais malheureusement, pour moi, tous ces gars, sans la présence d'une superstar, ça passera difficilement des tours en playoff. Là, pour les entourer, plutôt qu'une superstar, on a pas mal de jeunes prometteurs comme Mo Bamba, Markel Fultz, Cole Anthony ou Jonathan Isaac, même s'il ne jouera pas de la saison. Et avec ce mix là, moi j'ai l'impression que cette équipe plafonne. Je suis dur hein, parce que rien n'est catastrophique et saison après saison, les joueurs cadres remplissent bien leur rôle à Orlando. Mais en parallèle, leur gros temps de jeu pourrait être un problème car il ne permet pas réellement aux jeunes d'expérimenter les matchs pendant longtemps. Du coup je leur mets 2 étoiles et demie car ouais, je pense qu'ils peuvent faire le play-in au moins sans souci. Mais le truc c'est que je ne comprends pas bien l'intérêt. Pour moi, lorsque l'on est dans ce range de place assez inconfortable depuis des années, il faut soit tout miser sur le win now, soit tout casser et repartir d'en bas. Pour l'instant, Orlando est un peu entre les deux et j'avoue que je ne suis pas fan. Mais qui sait, la patience paiera peut-être du côté du nord de la Floride. Place maintenant à un gros morceau, les Nets, pour qui j'ai sélectionné une question d'Aslan. Tu me demandes si à mon avis le vestiaire va exploser. C'est le risque dans cette équipe et c'est ce que tout le monde craint. Il y a un vrai danger qui plane au-dessus de ce vestiaire, c'est quelque chose d'évident. Tout pourrait péter très vite si les succès sportifs n'arrivaient pas immédiatement, on ne peut pas mentir là-dessus. Mais maintenant, est-ce que je pense vraiment que ça va exploser même en cas de défaite? Non, et j'ai même tendance à être plutôt optimiste. Si KD revient à son niveau d'avant blessure, tout devrait rouler pour les Nets, car à son prime, peu de monde ne pouvait ne serait-ce que le limiter. À ses côtés, Steve Nash, même s'il débute, paraît être un meneur d'hommes intelligent, et je pense qu'il a les capacités pour gérer les choses de la bonne manière. Avec tout ça, je pense que Kyrie, qui a décidé d'être le plus muet possible auprès des médias cette saison, devrait se faire discret et rentrer dans le rang. Dans ces conditions, il s'exprimera essentiellement sur le terrain, et c'est évidemment ce que l'on souhaite tous. Il est, quoi qu'on en pense, l'un des meneurs les plus skillés de l'histoire, et c'est beau de le voir jouer. Donc ouais, moi je suis plutôt partisan de l'idée que ce vestiaire n'explosera pas. Par contre, affirmer qu'il n'y a aucun risque, ce serait être malhonnête. En tout cas, pour ce qui est des étoiles, j'en mets 5. La constitution de cette équipe est bien trop belle pour viser quoi que ce soit d'autre qu'un titre. C'est l'heure désormais d'évoquer les Sixers, et avec une question de Najib sur Facebook. Est-ce qu'il ne faudrait pas casser le duo Embiid-Simmons au vu de leur pauvre complémentarité en attaque? C'est marrant, partout j'entends dire que ce duo n'est pas complémentaire, et à chaque fois que je regarde les Sixers jouer, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le vrai problème, ce n'est pas le duo en lui-même, mais plutôt ce qu'il y a autour, qui n'a jamais été stable dans la durée. Plutôt que de développer quelque chose qui fonctionnait au moins sur le moyen terme, Elton Brand a essayé d'aller trop vite. Faire venir Jimmy Butler, Tobias Harris ou Al Horford, ce n'était pas que du bullshit, et il fallait sûrement le tenter, mais Elton Brand a réellement grillé les étapes. Il a peut-être un peu vite fait exploser une team qui avait un vrai potentiel. On l'oublie souvent, mais le 5 composé de Ben Simmons, JJ Redick, Robert Covington, Dario Saric et Joel Embiid était l'un des plus efficaces de la ligue des deux côtés du terrain avant que tout explose. Pour moi, ça a déjà été prouvé, lorsque ce duo est entouré intelligemment, il peut être très efficace. Et même si je sais, Najib, que tu ne parles que du côté offensif, ce serait quand même dommage de ne pas profiter des qualités défensives énormes que proposent les deux bestiaux. Là, j'ai l'impression qu'avec des gars comme Danny Green, Tyrese Maxey, Seth Curry ou Dwight Howard, on a ajouté des ingrédients qui manquaient, avec du shoot, de la création et de l'expérience. A priori, il y a tout pour que ça fitte, donc pourquoi vouloir prendre une autre direction tout de suite? Si cette saison est un échec total, peut-être qu'il faudra penser à séparer ce duo, mais là, vu comment l'équipe a été construite, je pense clairement qu'il faut leur laisser une chance encore. Sans dire que ça va gagner un titre, je suis assez certain que ça fera mieux que l'an dernier, ça doit faire mieux que l'an dernier. Voilà pourquoi je mets 4 étoiles. Sans être non plus des favoris, si tout clique chez ces Sixers, ils peuvent réellement se transformer en poil à gratter pour n'importe qui. Et on le sait, le poil à gratter, ça gratte. Let's go le hit maintenant, les derniers finalistes avec Enzo de Twitter. Penses-tu que Miami peut retourner en finale NBA? Alors est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui. La culture du hit bien véhiculée par Riley et Spoelstra est tellement épique que cette team donne l'impression qu'avec eux tout est possible. À Miami, il y a un truc de fou qui se passe quand les joueurs revêtent le maillot du hit. Par leur côté acharné, leur éthique de travail, leur attention aux détails et leur esprit de compétition, ils ont cette capacité à se surpasser dans les matchs importants pour prendre le dessus sur n'importe qui. Jimmy Butler est probablement le franchise player parfait pour représenter cet état d'esprit de hustler. On l'a vu l'année dernière
à Disney, le mental ça peut apporter d'énormes choses, mais ça ne fait pas tout non plus. Si l'on regarde juste les rosters, certaines équipes semblent quand même plus talentueuses que le Heat au sein de la conférence Est. Donc oui, ils peuvent pourquoi pas réaliser à nouveau un exploit mental comme ils l'ont fait dans la bulle il y a quelques mois. Mais est-ce que je pense vraiment qu'ils vont arriver à reproduire cet exploit cette année? Je ne parierai pas trop là-dessus. Désormais, ils seront attendus, et est-ce qu'ils arriveront hors de la bulle à retrouver cette cohésion et cette compétitivité qui à Disney sont arrivés jusqu'à leur climax? C'est pas sûr. Puis l'effet de surprise avec des gars comme Tyler Hero, Bam Adebayo, Kendrick Nunn ou Duncan Robinson ne sera plus là. Ça pourrait pénaliser le Heat, qui devra également composer le départ de Jake Crowder, avec les arrivées de Mo Harkless et de Precious Achiuwa. Je mets donc 4 étoiles et demie. Je ne fais pas du Heat mes favoris pour sortir de l'Est, mais vu qu'avec eux tout est possible, je ne veux pas non plus leur manquer de respect. Hop, les Pacers avec une question de Ronan sur Facebook. Malcolm Brogdon possède l'intelligence de jeu et l'adresse. Il lui manque quoi pour être All-Star? J'aurais tendance à dire rien, à part peut-être de meilleurs résultats collectifs. Je vais être clair, pour moi, Brogdon est l'un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue. Il est un gars qui joue juste, qui voit le jeu, qui est adroit de loin et qui sait complètement driver une équipe. Mais après, je dois être honnête, je trouve qu'il y a un petit souci avec lui quand on pense au All-Star Game. Premièrement, il ne score peut-être pas assez et n'est probablement pas assez flashy pour être sous les projecteurs. Et on le sait, le côté buzz, le côté médiatique est super important quand on pense au match des étoiles aujourd'hui. Et deuxièmement, je pense que les Pacers ne gagnent pas suffisamment pour que sa sélection All-Star devienne obvious. Quand tu joues dans une équipe qui se situe dans le ventre mou parmi les qualifiés, c'est difficile si tu ne marques pas 25 points par match d'être un All-Star lock. Sans un bilan meilleur, je ne pense pas qu'Indiana puisse espérer avoir plus d'un All-Star le jour J. Si l'an dernier c'est Sabonis qui a eu droit au sésame, Oladipo doit cette saison être le premier joueur auquel on pense quand on évoque les Pacers. Par contre, top 2 à l'Est et Malcolm Brogdon aura sa chance selon moi. Malheureusement pour les Pacers, je pense que leurs attentes seront un poil plus basses avec les 3 étoiles et demie que je leur octroie. On s'envole désormais du côté du pays des Celtes avec une question de Nicolas sur Instagram. Comment établir la hiérarchie dans cette team? Pour moi, Tatum doit être le franchise player. Point barre. Vous le savez, j'aime bien l'image de Batman et Robin pour décrire le duo de Boston. Tatum est le super-héros et Jaylen, lui, est le mec de l'ombre qui fait tout ce qu'il faut pour que le collectif fonctionne. C'est ce que j'aime beaucoup avec Brown. Il peut changer son jeu d'un match sur l'autre pour compenser à chaque fois les manques qui existeront dans un secteur ou un autre. Puis en fait, ces deux gars se sont ultra développés cette année. Et ce qui me plaît, c'est qu'ils possèdent des qualités parfois similaires, mais absolument pas incompatibles. En vrai, on n'a jamais assez de mecs polyvalents sur le terrain. Donc pour moi, la hiérarchie est là. 1. Tatum, 2. Jaylen, 3. Kemba. D'ailleurs, Kemba Walker, on va en parler un peu. Je sais qu'il y a pas mal de fans des Celtics qui espéraient un trade. J'aurais trouvé ça un peu rapide comme décision quand même. On peut lui reprocher son manque de régularité sur certains matchs où il n'a pas assez pesé au scoring, et il y a de quoi faire des reproches là-dessus. Par contre, ce n'était que sa première saison à Boston, et c'est aussi normal qu'il cherche ses marques dans un tout nouveau rôle. Des fois, il a essayé de briller, comme on lui demandait de faire à Charlotte, et de prendre l'équipe sur son dos. D'autres fois, il se mettait au service de la team, presque trop, quitte à s'oublier un peu. Alors à voir s'il peut trouver plus de constance, trouver un juste milieu, mieux s'adapter. Puis je suis honnête, je pense que je préférerais qu'il tourne à 14-8 plutôt qu'à 25 comme la saison passée. Vraiment, c'est une question d'attente, mais avec le duo Tatum-Brown, pour moi, il n'y a pas besoin qu'il marque ses 20 points par match, Kemba. Ce qu'il faut rajouter quand même, c'est que Brad Stevens a déjà montré que l'on pouvait obtenir des résultats sans pour autant disposer d'une hiérarchie clairement définie. Pour ça, respect. Par contre, je suis sûr que si tout le monde connaît sa place et embrasse parfaitement son rôle, les 6 peuvent encore step up. D'autant plus que je trouve les recrutements de Jeff Teague et de Tristan Thompson très prometteurs en tant que role-players vétérans. Je mets donc 4 étoiles et demie pour Boston. Les Celtics ne sont peut-être pas au niveau des équipes ultra favorites pour le titre, mais j'en suis sûr, ils les suivront de près. On passe la frontière pour aller au Canada maintenant. Ah bah non, c'est vrai, les Raptors joueront au moins leur début de saison à Tampa. Tant mieux, il y fait moins froid. Mais bref, lisons la question d'Amedinho d'Instagram, elle est directe. Vois-tu les Raptors faire mieux que l'an passé? Mieux que l'an passé, ça veut dire mieux que deuxième à l'Est et mieux qu'une élimination au deuxième tour en 7 matchs. Alors je vais être franc, ça me paraît compliqué, je ne pense pas qu'ils feront mieux. Les pertes de Serge Ibaka et de Marc Gasol font mal à l'intérieur. La raquette des Raptors perd réellement en combativité et en expérience, même si l'arrivée d'Aaron Baines fera du bien. Je pense aussi que des équipes comme Brooklyn, Milwaukee, Philadelphie ou Washington vont progresser par rapport à l'an dernier. D'autres comme Boston, Miami ou Indiana seront toujours de réelles forces dans la conférence Est. Du coup, prédire comme ça que Toronto sera dans le top 2 à l'Est à la fin de la saison, ça me semble risqué. Ceci dit, attention, car cette équipe est très habituée à surprendre. Nick Nurse, par exemple, a déjà montré qu'il était capable de faire des miracles avec certains joueurs que peu de gens attendaient. Grâce à lui, Pascal Siakam, Fred VanVleet ou même OG Anunoby sont aujourd'hui des gars hyper respectés. Qui sera le suivant? Il trouvera d'autres pions, j'en suis sûr, et les Raptors devraient pouvoir rester une place forte dans la conférence Est. Alors faire mieux que l'an dernier, je n'y crois pas, mais faire à peu de choses près aussi bien, why not? 4 étoiles pour cette team, ça me semble donc honnête. Dernière team de la conférence Est, les Milwaukee Bucks. Ben ouais, ce sont eux qui ont dominé l'Est l'an dernier, enfin en saison régulière. Pour évoquer leur cas, une question de Martin, d'Insta, qui lui aussi va droit au but. Les Bucks peuvent-ils atteindre les finales NBA? C'est clairement l'objectif, tout autre résultat sera décevant. Là, la mission c'est de convaincre Giannis Antetokounmpo de rester, car je ne suis vraiment pas persuadé qu'il signera une extension avant la date limite du 21 décembre. Du coup, il va falloir lui montrer que cette équipe peut aller loin. Et quand je dis aller loin, ce n'est pas une finale de conférence ou un deuxième tour. Au minimum, il faut les finales NBA pour ces Bucks. Avec l'arrivée de Drew Holiday, en plus, l'équipe semble s'être renforcée, c'est bon signe. Surtout que déjà l'an dernier, sur le papier, Milwaukee avait de quoi atteindre les finales. C'est leur jeu trop stéréotypé autour de Giannis qui leur a joué des tours en playoff. Donc cette année, avec un effectif
effectif probablement meilleur, forcément qu'ils ont de quoi atteindre leur but. Sauf qu'on le sait, il y a parfois un fossé entre les attentes et les accomplissements réels. Je compte donc sur Jrue Holiday pour aider Middleton à faire en sorte que tous les défenseurs adverses ne s'agglutinent pas sur Giannis. C'est le rôle de Budenholzer de faire attention à ça. Si une nouvelle fois il ne trouve pas de solution face aux défenses qui s'organisent autour du Freak, je ne donne pas cher de la peau du coach à long terme. Pour les étoiles, pas de surprise donc, j'en mets 5. À Milwaukee, il n'y a pas le choix, il faut jouer le titre et aller loin en playoff. Voilà pour ce qui est de mes 15 questions, voilà pour ce qui est de ma FAQ preview pour la conférence Est. Ça vous a plu? J'espère que oui. Et puis ça donne une bonne raison à ceux qui ne me suivaient pas encore sur les réseaux de venir me follow. Bah oui là, en ce moment encore, chaque jour sur Instagram, Twitter et Facebook, il y a les équipes de l'Ouest qui passent. Donc si vous voulez tenter votre chance pour la vidéo de la semaine suivante, c'est le moment ou jamais de nous rejoindre. Puis vous le savez aussi, pour avoir une vision complémentaire du basket, je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Basket Info qu'on a lancée récemment. Vous pourrez retrouver le lien de la vidéo la plus récente dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche, on lâche son plus beau com et on pose un magnifique pouce bleu. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez même lâcher un tip sur Tipeee. Et ça aussi vous connaissez, vous savez à quel point ça soutient. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque là. À très vite. Bye.